Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la 5ème de couve, le podcast de débat autour du manga. Ravi de vous retrouver en ce mois de mars 2021. Et vous le savez, qui dit mars dit... Attention, on change d'heure à la fin du mois. N'oubliez pas, c'est important. Ouais. Si, c'est important. Tu t'avais oublié avant que je le dise. Deuxième semaine donc consacrée aux méchants. Cette fois, pas de théorie, pas d'objectivité, que de l'opinion pure et dure. On vous propose un top 10 de nos meilleurs méchants, tout manga confondu. Mais comme on voulait pas être trop 5ème de couve centré, on a élargi le vote. Et en plus des 5 membres de l'équipe, on a demandé à 5 autres personnes de voter avec nous pour établir ce top 10. Je vous en parle après le générique parce que là, on passe au 10ème de notre top directement. Et quelle surprise de retrouver ce personnage ici. Car comme on le disait dans l'émission précédente, parfois le héros recèle en lui un méchant bien plus terrifiant. Et c'est le cas pour lui, vu que lui, il peut se transformer en machine à tuer. De qui je parle ? Je parle de Eren de l'attaque des titans, 10ème de ce top de nos meilleurs méchants. Quelle folie, Cagnard! C'est hyper intéressant parce que c'est, tu vois, typiquement un personnage qu'on n'aurait pas pu attendre dans ce vote il y a une dizaine de tomes. Typiquement, c'est l'archétype d'un personnage qui a évolué et que maintenant on peut commencer à percevoir comme un méchant, mais j'ai pas envie de trop en dire parce que on va quand même faire. Même dès le début finalement, parce que ça reste une machine à tuer le type. Bah ouais, dès le début. Ouais, mais une machine à tuer les méchants. Mais on sait pas, ouais, mais ça se trouve, c'est juste que on suit depuis le début peut-être la vie d'un méchant. Mais en fait, on n'en sait rien. C'est ça qui est fou. Parce qu'il arrête tout du méchant. Pas au début du récit, mais c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment un personnage qui se construit au fur et à mesure. Et je pense que ça va être très très intéressant à l'heure actuelle et à l'avenir dans les futurs mangas qu'on pourra lire. Je pense que Eren est un personnage totalement à part. Que ça soit du côté des protagonistes ou du côté des antagonistes, Eren est une espèce de cas d'école, une jurisprudence qui va permettre d'autres choses, tu vois, dans la création de personnages. Un nouveau Vegeta donc. Pas forcément. De toute façon, on va pas en dire plus sur Eren au risque de vous spoiler. Je vais juste citer Clémence qui a voté pour lui dans ce top. Eren est un personnage très agaçant en tant que héros valeureux, entre guillemets, de l'attaque des titans. Il est constamment en colère, il se fait capturer non-stop et, comble de la décence pour une fan de romance, il envoie bouler le personnage féminin principal, Mikasa. S'il est donc détestable en tant que héros, il devient alors fascinant en l'imaginant méchant de l'histoire. Il va essayer de répondre aussi à une question. Est-ce que toi, Eren, tu es capable de renoncer à ton humanité pour parvenir à ton objectif ? Et elle ajoute aussi avoir eu un petit kiff pour son changement capillaire après l'ellipse. Ah bah on a dit, le design c'est très important pour évidemment. Ça, moi je suis assez d'accord sur le changement capillaire et compagnie. C'est vrai que après l'ellipse, quand il revient vraiment comme une espèce de soldat atteint de troubles, tu vois, PTSD. post de PTSD. Et effectivement, son design fait en plus partie du twist qu'on peut apprendre sur Eren. Ou pas, c'est ça. Ouais. Ou pas. En fait, c'est marrant avec parce Eren, que c'est qu'on peut dire quelque chose ou pas à chaque fois. Je crois que c'est ce qu'on a dit déjà pendant la dernière émission qui a apporté l'ellipse ou pas. Exactement. C'est une émission qu'on aurait pu appeler ou pas. L'attaque des titans ou pas. Le top 10 de nos meilleurs méchants, c'est parti. Et vous êtes dans la 5ème de couve, ne bougez pas. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Oh, les bâtards! Oh, this you crazy mother... Bonjour à tous, bonjour et re-bienvenue dans cette 5ème de couve, l'émission de débat autour du manga. Cette fois encore, nous allons disséquer, dépecer, charcuter et aimer les méchants de manga. Pour faire ça, je vous présente les membres de l'équipe. Salut Robin. Salut. Salut Julie. Bonjour. Salut Cagnard. Bien ou quoi ? Très bien, une dédicace peut-être ? Ah oui, une petite dédicace. Alors, j'ai trouvé. C'est quand même ton seul rôle dans l'émission, faut bien que tu l'occupes quoi. J'ai trouvé une dédicace de Hugo Vercetzi. Je sais pas, j'ai pas l'accent italien. Mais c'est un accent italien ça ? Non, c'était un accent blédard. Il a fait un mouvement avec les mains, donc oui, c'était italien, mais c'était pas radiophonique. Bon,
On va écouter Hugo 2 secondes maintenant, s'il vous plaît. Alors, Hugo nous a dit que nous étions un excellent podcast qu'il suivait depuis des années. Chaque semaine, j'attends le nouvel épisode avec impatience. Un régal à écouter avec, et là, je mets 2 points, c'est un petit plaisir perso, Maximilien, Cagnard, Julie, Robin et Johnny avec un fond solide. Alors là, je te dis merci, Hugo. Merci d'avoir dit Maximilien. C'est une inception que je tentais depuis un petit moment. Ça a pris du temps. C'est un plan machiavélique, mais oui, merci Hugo. Maintenant, nous pouvons décemment l'appeler Maximilien. Je tiens donc fermement à démentir, et j'ai même la faiblesse de penser que c'est une attaque personnelle que Cagnard fait à mon égard. Mais je m'appelle non pas Maximilien mais Maxime, Monsieur Cagnard. Il n'y a pas de souci, Maximilien. Au programme de cette émission, c'est simple, les 10 premiers vilains de ce vote qu'on a fait. Alors comment on a fait ce vote? Comment ça s'est passé? Chaque votant devait choisir 5 méchants dans une très longue liste. Des points étaient attribués à chacun en fonction de leur place, et on a donc pris les 10 premiers de ce classement que l'on va vous présenter, avec à la 10e place, vous l'avez entendu dans l'intro, Eren. Les autres méchants de ce top seront présentés dans un article sur le blog d'ici quelques jours, vous inquiétez pas puisqu'on va tout vous mettre après la mise en ligne donc de cette émission. Et qui sont les votants? Outre Johnny, Cagnard, Julie, Robin et moi-même, nous avons accueilli également Steve Noman, rédacteur en chef des magazines Japan Live et Animascope, deux excellents magazines au demeurant. Seb Kuhn de Mangavore, chaîne Twitch, podcast, site. Il y a pléthore de contenu avec Mangavore que je vous encourage à aller voir de ce pas. Et dans les votants, il y avait également Fédois Lamodière, traductrice de manga. Pas n'importe quel manga, on a Dragon Ball Super, Jujutsu Kaisen, Seven Deadly Sins. Et on a également Yamishin qui elle est mangaka et elle a signé Green Mechanic. Yamishin, on l'avait reçu d'ailleurs dans cette émission il y a quelques temps. Et le dernier tome de Green Mechanic vient de paraître aux éditions Kiun. C'est déjà le 6e tome. Et 10e votant de cette émission, c'est Clémence Duneau, journaliste pour Pixel Le Monde. Excellente source de contenu également. Récemment, elle a pu vous parler des studios MAPPA ou d'une étrange zone de Twitch, celle des petites chaînes ou des chaînes à 0 vue. Donc beau panel, 4 filles, 5 garçons et 1 Johnny. Voilà, c'est pas la parité mais on est plus très loin. Non mais Johnny équilibre. Johnny équilibre. Il nous faudrait 4 Johnny pour avoir une vraie parité. Oui, alors ça dépend. Dans un monde alternatif. Dans un monde alternatif dans lequel aucun de nous n'aimerait vivre, il faudrait beaucoup plus de Johnny. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous et je le dis bien évidemment parce qu'il est pas du tout dans cette émission. Voilà. On commence par le 9e, enfin non, on a déjà commencé avec le 10e, mais on enchaîne avec le 9e de ce top, après Eren 10e, numéro 9, Shinobu Sensui, un méchant du Yu Hakusho, Cagnard. Et oui, et je suis super content d'avoir Sensui dans ce top-là. Alors, on peut résumer un petit peu rapidement. Sensui, c'est un personnage du manga Yu Yu Hakusho, édité par Kana. On peut annoncer d'ailleurs qu'il va y avoir une réédition du manga Yu Yu Hakusho et que ça va faire du bien. Moi, réédition simple avec nouvelle trad et nouvelle maquette. Ça, moi, la nouvelle trad, je suis moins content. Mais c'est parce que non, mais ça se trouve, il n'y aura pas grand-chose à changer. Oui, voilà, mais moi, j'avoue que je suis un peu attaché aux vieilles traductions, mais après, c'est ouais, mais c'est juste que parfois il y a des vieilles expressions, des trucs qu'on puisse dire à l'époque qui se disent plus aujourd'hui. Bref, il donne un coup de frais à l'édition. C'est juste que l'autre elle était tellement vieille et miteuse que ça fait du bien de la changer quand même. Miteuse peut-être pas, mais en tout cas ça va être une occasion de remettre en avant le manga Yu Yu Hakusho qui est vraiment pour moi un phénomène du shonen et un des premiers titres qui m'a fait complètement voguer au niveau du shonen. C'est Yu Yu Hakusho, le bien, le mal, il n'y en a plus, il n'y a que la bagarre. C'est ce que j'adore de Yu Yu Hakusho. Et donc, qui est Shinobu Sensui? Shinobu Sensui, en fait, c'est un antagoniste qu'on trouve pour moi dans le 2e cycle du manga. Je sais pas comment les gens peuvent le découper en cycle, mais c'est un personnage qui arrive dans un second temps quand Yuzuke a déjà pris beaucoup de puissance, a déjà fortement beaucoup évolué, et on va lui opposer on va lui mettre contre lui son exact opposé. En fait, Sensui, c'est un ancien détective des ténèbres, exactement comme Yuzuke, et c'est un personnage qui en fait qui a vrillé, qui aurait pu être Yuzuke, mais qui à un moment a vrillé et est devenu un apôtre du mal. Et lui, ce qu'il veut, c'est fondre les enfers et la planète Terre, et il a une espèce de détestation pour les humains.
Pourquoi avoir voté pour lui ? Pourquoi l'avoir mis au-dessus des autres ou au moins dans ton top 5 ? Bah déjà parce que c'est Yu Yu Hakusho et que dès que je peux, je parle de Yu Yu Hakusho. Ouais, mais t'aurais pu mettre d'autres personnages de Yu Yu Hakusho, tu vois. Bon, alors déjà, une question, est-ce que j'ai droit à un petit peu de spoil au niveau de Yu Yu Hakusho ? Oui, mais tu sais, il y a plusieurs façons de spoiler. Il y a la façon de alors dire. Moi, je vais alors lui. Spoiler, du coup. non, mais il y a une manière de dire exactement ce qui se passe ou de dévoiler. Disons qu'au début de l'arc de Sensui, Yuzuke a combattu pendant tout l'arc précédent des démons. Il a combattu uniquement des monstres, des démons, jusqu'à arriver à son opposant final qui est Toguro. Et là, on arrive dans une nouvelle phase, dans un nouvel arc, où en fait, on va combattre des humains. Et là ça va questionner toute l'humanité de Yuzuke, et c'est là que c'est hyper intéressant, c'est-à-dire que Sensui c'est Yuzuke, c'est vraiment Yuzuke, c'est un détective des ténèbres qui avait énormément d'appétence pour les esprits et qui avait un fort esprit de justice, mais qui a vrillé à cause un moment particulier. Il a vu quelque chose à un moment dans sa vie, dans certaines de ses missions qui l'ont fait complètement vriller, et du coup il est passé du côté des démons. Et ça va être hyper intéressant de suivre en fait sa construction de méchant, parce qu'au début c'est juste un méchant ténébreux qui a vrillé, mais en fait plus on va avancer dans l'histoire et plus on va se rendre compte que Yuzuke peut être cette personne aussi, et que Sensui est un humain à proprement parler, et qui en plus à cause de cette expérience traumatisante va complètement bon là c'est la partie spoil que je veux pas faire, mais du coup qui va complètement vriller et qui va complètement prendre l'opposé d'Yuzuke. Et la confrontation de ces deux personnages, moi je la trouve, pour moi c'est vraiment le dernier méchant de Yu Yu Hakusho. Il y a un autre cycle après, mais c'est vraiment le méchant ultime parce que c'est son alter ego, c'est vraiment son alter ego, sauf au point de vue de la morale. Sauf que Sensui, il a vécu des événements qui ont vraiment bousculé sa moralité, et du coup tous ses curseurs ont été déréglés, et là je spoil un petit peu, mais il a été jusqu'à développer des personnalités multiples pour assumer la cruauté qui vont être nécessaires pour assouvir son plan, qui est donc de fusionner les enfers et la terre. C'est un perso qui est trop classe, il est trop bien. Togashi a plusieurs personnages dans ce top 10 qu'on vous présente aujourd'hui dans cette émission. Au niveau du design, ça te donne quoi sur Sensui ? Bah, c'est l'exact opposé de Yuzuke, c'est-à-dire Yuzuke est un loupard qui a une banane. Sensui, il est classe, il a des épaules très larges. Je sais pas pourquoi ça m'a marqué dans le cas de Sensui, il a des épaules vraiment très très larges, mais il est classe en fait. Il est classe, il est ténébreux, il ne s'énerve jamais, jusqu'au moment où, et là je vous spoil pas, mais il a vraiment un truc d'opposé à Yuzuke complet, quoi. Est-ce que le jeune Cagnard, quand il était jeune il y a longtemps, est-ce qu'il était fan de Sensui, ou est-ce qu'il était fan de Yuzuke ? Alors moi j'ai toujours été fan des deux, mais je sais que Sensui c'est un des premiers persos qui m'a fait vibrer, mais comme Toguro, hein, le méchant d'avant, a pu me faire vibrer aussi d'un certain point de vue, mais là j'ai bien aimé j'ai vraiment beaucoup aimé le côté rupture, et le côté où quand tu vois ce que Sensui a vécu, moi j'ai eu de l'empathie pour lui. Après je suis pas de son côté sur l'application de son plan, mais effectivement je comprends, c'est un mec qui a vu la pire part de l'humanité au monde. Alors, qu'est-ce que tu fais d'un mec qui est puissant, qui est censé défendre les humains, mais qui a vu la pire part de l'humanité ? T'en fais un super méchant, et ses valeurs morales, tu vas avoir du mal à lui donner tort en fait dans ses valeurs morales. Shinobu Sensui était 9ème de notre top. Numéro 8 maintenant. Je vous parle de Johan Liebert. Johan Liebert. Je vous rappelle Johan. Mais c'est comme le X en japonais. Il est allemand. On dit pas le J, alors Johan. Après, j'ai jamais fait allemand LV2, mais bon, je crois que c'est Johan. Bon, Johan Liebert dans Monster, donc manga de Naoki Urasawa, publié chez Kana. Bon, c'est Monster, on en a beaucoup parlé. Hein, c'est un manga qu'on aime tous beaucoup. Et aussi parce que, justement, pardon, dans sa façon de représenter le mal et représenter la confrontation entre le héros et le méchant. Donc Johan
Liebert, qui est-il ? C'est au début de l'histoire, Johan c'est un gamin de 10 ans qui en fait est admis à l'hôpital de je ne sais plus où en Allemagne, mais pour une blessure mortelle à la tête. Il a reçu une blessure par balle au cerveau et en fait il est condamné à mourir s'il n'est pas opéré en urgence, et donc le héros de l'histoire de Monster, Dr Tenma, va devoir décider s'il soigne Johan ou le maire de cette fameuse ville qui est arrivé un tout petit peu après lui, et donc lui son éthique de médecin lui fait dire que non, moi je sauve la personne qui est arrivée avant, et c'est Johan, et donc il décide de sauver ce garçon, sauf que ce qu'il ne savait pas, c'est que le garçon qu'il a sauvé est en fait devenu un tueur, un espèce de psychopathe qui a tué plein de gens. Et la morale de Monster, c'est toujours arriver le premier à l'hôpital. Ouais. Et en fait, donc, ce qui est génial avec Johan, c'est que c'est vraiment en fait une espèce de mal absolu dont on est incapable. En fait, enfin si, le manga après t'explique un petit peu les raisons du mal et tout, mais ça reste quand même quelque chose de très flou parce que il a vraiment un côté entité du mal. Parce qu'en fait, dès l'enfance, en fait, une fois qu'il l'a sauvé et tout, on se rend compte que Johan est quelqu'un de maléfique, quoi. Et j'en ai parlé dans l'émission rapidement précédemment de Halloween de Carpenter, et pour moi, Johan c'est un genre de Michael Myers, mais en beaucoup plus intelligent et moins slasher avec un couteau qui va tuer des gens courant après, mais il y a le côté le mal en col blanc, quoi. C'est vraiment, ouais, c'est ça, c'est vraiment c'est vraiment le génie du mal, parce qu'en fait Johan il met jamais la main à la pâte vraiment, en fait il fait toujours bosser des gens pour lui pour accomplir ses basses œuvres. Et en fait ce qui est aussi super intéressant dans la relation qu'il a avec Tenma, c'est qu'en fait limite c'est Tenma qui est accusé de tout ce que fait Johan, parce que Johan est tellement intelligent qu'en fait c'est le héros qui à la fois le pourchasse pour essayer de réparer l'erreur qu'il a faite, c'est-à-dire sauver la vie d'un personnage maléfique. Et du coup ça, on en revient à l'éthique du médecin, c'est qu'en fait le mec il va devoir tuer quelqu'un alors que lui son credo c'est plutôt de devoir sauver les gens. C'est ce qu'il avait fait en le sauvant, et donc du coup il va vraiment y avoir cette relation entre le héros qui va devoir essayer de réparer l'erreur qu'il a fait et en même temps contrevenir à son credo, et tout ça est incarné par le personnage de Johan, qui est vraiment à la fois mystérieux, maléfique, et en plus c'est vraiment l'antagoniste principal du manga, parce qu'en fait dès le début du manga il apparaît et c'est lui qui va devenir en fait la quête du héros, quoi. Julie, tu aimes Johan, toi ? Ouais, j'aime bien aussi. Mais je comment dire, c'est terrible parce qu'il arrive vraiment à se fondre dans la masse. C'est une de ses plus grandes qualités, à tel point que quand le top est arrivé, qu'on a dû le préparer, je me suis dit mais ah ouais, il était là en fait. Tu vois, il était passé sous le radar, et c'est vrai qu'il y a ce petit malaise en fait qui crée à chaque fois si je suis là, je suis dans ton dos, je fais des choses qui sont répréhensibles et qui voilà, enfin il y a ce côté malaise, moi, que j'associe beaucoup à ce personnage. Moi je vous avoue que je l'ai mis en top 1, donc c'est probablement pour ça qu'il est dans le top 10, parce que je l'ai extrêmement bien noté, mais parce que moi c'est un personnage qui me fascine, et on parlait de design tout à l'heure, et justement aussi en termes de design il est intéressant parce que c'est vraiment le mec bien sous tout rapport, il est beau, il présente bien, il est jeune, il est blond, il est, tu vois, tout ce que tu veux. En plus bon, ça ramène à toute l'imagerie de l'Allemagne dont on pense, mais en gros c'est un personnage qui est fascinant parce qu'il est il est à l'opposé, enfin son caractère et son tempérament et son côté maléfique est à l'opposé de ce qu'il renvoie graphiquement et tout, donc il y a vraiment un côté. Tu sais, maintenant avec cette description que tu en donnes, je trouve qu'il y a de plus en plus de points de similitude avec comment il s'appelle ce tueur qui a aux États-Unis, qui a tué la meuf de Woody Allen, pas de Woody Allen, de Polanski, de Manson. En fait, je trouve qu'il a un côté très Manson. C'est un gourou, dans le sens où il n'a jamais tué précisément, enfin je m'en souviens pas dans le manga, et en plus il a ce côté le sourire. Oui, moi il y a un côté il est très doux, chez Johan, il est doux, il a un sourire, sourire qui te donne envie d'aller creuser un peu, de te dire non mais il doit avoir un background et tout, mais en fait non. C'est un psycho. C'est ça, et puis il a vraiment des attitudes de froideur. Genre une des scènes les plus cultes du manga, c'est quand Tenma le voit et le met en joue avec son flingue, et l'autre il pointe son front en disant bah vas-y, tiens-moi, tue-moi. Et enfin genre vraiment il est c'est vraiment, un putain de gourou. Il est fascinant, ce personnage. Numéro 8 donc de ce top, Johan Liebert du manga Monster de Naoki Urasawa. La suite c'était avec le numéro 7, et c'est avec un personnage de Dragon Quest, la quête de Dai, c'est avec
Baran Cagnard. Alors, excuse-moi, je vais reprendre, mais donc on parle du manga Fly, édité chez J'ai lu manga, et où effectivement, moi j'ai voté très fort pour Baran parce que c'est un perso qui m'a énormément marqué dans mes lectures. Alors, Baran, en quelques mots, c'est un personnage qui fait partie du côté des armées du mal. C'est un des commandants de l'armée du mal. Il s'occupe de l'armée des dragons parce que qui est quand même assez stylé, qui est la plus puissante, puisqu'il est lui-même chevalier dragon d'ailleurs. Oui, c'est l'un des plus puissants, mais justement c'est ce que j'ai bien aimé dans le manga Fly, c'est que au début on t'annonce toutes les armées, et effectivement celle que tu retiens dès le début sans voir Baran, c'est celle des dragons, parce que forcément le héros a un pouvoir du dragon, du coup tu te fais une petite, même dans l'imaginaire collectif. Tu te dis, l'armée des dragons, c'est stylé. Voilà, c'est trop cool. Et et très rapidement dans le récit, tu comprends que, enfin, de base, tu te dis que c'est un perso qui va arriver à la fin. Et en fait, très rapidement, il arrive et il dit non, mais là, vous me cassez les couilles avec Fly. Moi, c'est bon, je vais y aller. Tu vois, j'y vais et je le défonce, quoi. Et c'est un perso que j'adore. Donc, ça va être un des opposants de Fly. C'est à partir du tome 8-9, si je dis pas de bêtises, qui apparaît dans le récit. Et sans spoil, mais en fait, il s'avère que c'est le père du héros, c'est Fly. Et là, pour le coup, Floyd arrive avec ses gros sabots. Et là, non, là, on a une Star Wars là. Mais pour moi, on est vraiment dans la tragédie absolue. On est dans Dark Vador. C'est vraiment Dark Vador où il arrive, c'est l'ennemi. Ils sont au-dessus d'un lac, là, à côté d'un lac. Et il lui dit, mais en fait, ton père, il lui efface la mémoire. Enfin, on est dans une vraie tragédie. Qui est dramatique, et j'adore ce principe parce que en fait, je trouve que Baran, il représente toute l'opposition qu'on peut avoir souvent dans les shonen, c'est-à-dire les enfants contre les parents. Baran, c'est l'absolu adulte. Il a une moustache. Est-ce que vous connaissez J'allais dire ça, quoi. de mes gens qui ont une moustache. C'est le daron algérien pour moi, mais bon. Et il a vraiment ce truc de les adultes doivent faire ça, on doit agir comme ça. Et Fly est justement là pour lui expliquer à coup de tatane que non, en fait, la nouvelle génération a son mot à dire, et vos vieilles injonctions, vos vieilles méthodes de faire, elles n'ont plus lieu d'être. Et ce qui est cool, et moi j'ai voté pour Sensui et pour Baran, et c'est en faisant ces deux votes que je me suis aperçu que en fait je m'interroge beaucoup plus sur les persos qui remettent en cause l'humanité, parce que à la base, Baran, quand t'apprends son background, en fait à la base il combattait du côté des humains, sauf qu'il a été déçu par la cupidité et la cruauté des humains, et il est passé du côté des ennemis pour anéantir faire exactement comme Dai, puisque Dai il est opposé au début à cette cupidité humaine, sauf que lui ça le révulse pas au point de Baran, et il se bat différemment. Ouais, c'est vraiment un Dark Vador, quoi. C'est vraiment un Dark Vador, et c'est ce que moi j'aimerais beaucoup voir un spin-off sur la jeunesse de Baran, parce que t'as des bouts dans le manga où ils te disent il allait affronter à l'époque où Aban se battait contre les forces du mal. En fait, Baran, lui, il se battait déjà contre un niveau de danger au-dessus, contre Zebuza, je crois, qui s'appelait le dragon ultime, quelque chose comme ça. Et j'aimerais bien le voir, mais en même temps, c'est exactement comme dans Star Wars. Est-ce que c'est une histoire que j'ai envie de connaître ? Tu me l'as expliqué en 3 cases. Est-ce que c'est pas comme l'histoire de Han Solo, tu vois ? Est-ce que t'as envie de voir Baran avec un duvet, quoi? C'est ça. Oui, en plus. Mais quand tu le vois jeune, il est cool, Baran, quand même. Mais tu sais, c'est le genre d'histoire où on t'a expliqué brièvement son histoire, et je me dis en fait c'est suffisant, tu vois. J'ai pas spécialement envie de connaître son histoire, mais j'adore cette opposition avec il va affronter son fils, et en plus il y a vraiment plein de séquences où il dit les adultes font comme ça, et je trouve que c'est vraiment une espèce de cri de la jeunesse, tu vois, qui dit oui mais non, c'est pas la bonne méthode. Et puis comme dernier point, c'est le seul personnage qui a été capable de tuer Popu. Oui, c'est vrai. Moi j'ai rajouté un autre dernier point, c'est qu'à partir du moment où il arrive, la tragédie commence sévère, quoi, dans alors Yonkel était déjà très tragique comme perso, mais Baran c'est la tragédie absolue, je suis d'accord. Il en arrive pas au point, tout le passage où j'allais dire Gon, où Dai Fly, ouais, c'est ça, où Dai a plus de mémoire, enfin tout ce passage là, dramatique. Il est ouais, et puis t'as mal au cœur, c'était pas bien quand tu lis ça. Tu l'avais dit dans l'émission sur les meilleurs combats. Il est hyper long, quoi, le combat entre Fly et Baran, ça s'étale parce que voilà, il y a une vraie tragédie derrière, quoi, il y a un truc.
Numéro 6 de ce top, après le set qui était donc Baran de Dragon Quest. Là, dites-vous de toute façon, dans ce top 10, on est plusieurs à avoir voté pour chacun de ces personnages. Numéro 6, donc on va du côté de Kenshin le Vagabond. Et on vous parle de Makoto Shishio. Waouh, c'est Tim Bandlet donc arrive. Je pense que tout le monde le reconnaît. Oui, alors c'est donc Makoto Shishio, un des plus grands adversaires de Kenshin, puisque donc il arrive dans le manga à un moment tragique où Kenshin doit faire le choix de rester ou de partir pour se confronter à son passé, qui est donc représenté par ce méchant, très méchant, je ne sais pas comment dire autrement, mais on a déjà évoqué ce personnage à plusieurs reprises, mais c'est vraiment celui qui a une ligne de fer, quoi. Enfin, il sait, il a une notion très précise de pourquoi il se bat. Il veut vraiment que l'effort subsiste et se serve des faibles. Et pour lui, le nouveau Japon, le Japon de Meiji, qui veut donc retirer la force aux guerriers, qui veut mettre tout le monde dans un nouvel ordre social, ça lui convient pas, et donc il décide de créer sa petite milice pour aller donc recruter les meilleurs samouraïs, c'est même pas des samouraïs, c'est vraiment des gens qui sont parias, quoi. Donc il est laissé pour compte de la guerre. Il y a un vrai côté politique dans Shishio. Complètement, ouais, parce que il veut vraiment se mettre en opposant à l'ordre nouveau. Et il y a donc ce côté très politique, et puis c'est vrai que dans Kenshin, c'est vrai, c'était un des premiers mangas aussi, on voyait apparaître des hommes politiques qui ont réellement existé, comme Okubo, etc. Et qui il a commencé finalement sa carrière de tueur à gages en remplaçant Kenshin, qui avait décidé de se retirer de ça, alors que et là encore on a la dualité avec Kenshin, on a le Sensui exactement, sauf que lui il a vraiment très mal tourné, c'est-à-dire qu'il a vraiment une passion, mais une passion pour tuer des gens, donc on lui a dit au bout d'un moment on va te calmer un peu, donc ils ont essayé de le tuer, ce qui l'a juste rendu plus fort, comme dirait Nietzsche, puisqu'il est ressorti vivant des flammes et qu'il est désormais handicapé, il est toujours blessé. D'où la team Bandlet. Exactement. Il a tout le corps brûlé en fait. Comme il a le corps brûlé, il est toujours recouvert de bandages, façon momie, quoi. Ouais, c'est ça. Et ça lui donne un style de fou. Ouais, et puis surtout, on voit très vite que ce qui l'anime, c'est la folie, avec un grand F, quoi. Il peut pas s'empêcher de... Enfin, c'est terrible parce qu'il est donc complètement fou, parce que il veut absolument donc écraser les gens qui ne pensent pas comme lui et qui sont à ses yeux faibles, quitte à les transformer en esclaves, etc. Enfin bref. Et à côté de ça, il a ce côté secte, parce que c'est un leader et qu'il est hyper charismatique. Embrigadé, et il y a plein de gens qui le suivent et qui sont prêts à aller jusqu'en enfer, littéralement, pour suivre ses idéaux à lui. Donc, pour moi, il avait vraiment sa place dans le top, quoi. Donc, Makoto Shishio, l'antagoniste ultime de Kenshin le Vagabond, était numéro 6 de ce top. Avant de passer à la suite et au numéro 5, je voulais qu'on fasse un petit détour par ceux qui ont failli être dans ce top mais qui n'y sont pas, évidemment. Faute de vote à haute place ou faute de nombre de votes. Je vous donne la liste de quelques-uns de ces personnages qui ont failli être dans ce top et vous me dites un mot sur chacun. Si je vous dis Shu Tucker de Full Metal Alchemist. Nina. Bah oui, qui c'est justement, dites-le. Tragédie. C'est terrible, c'est un mec, un savant fou pour le coup. Ouais, lui c'est un savant fou. Qui a été jusqu'à en fait, il a brisé 2 tabous parce qu'il pratique comment on appelle ça déjà, l'expérience de transformer les gens avec la pierre philosophale sur des humains, et en plus il choisit quelqu'un de sa famille, sa fille et son chien. Excusez-moi, mais c'est vraiment le combo ultime de l'horreur. Donc, c'est tellement horrible. Mais oui, et je pense qu'il y a plein de gens qui ont été choqués parce qu'il apparaît en plus très tôt dans l'histoire. Il arrive très vite. Ce qui est super intéressant, c'est qu'il renvoie à Edward sa propre faute, en fait, puisque Edward et Alphonse ont fait la même chose. Mais oui, c'est vrai. Voilà. Exactement. C'est totalement des terrible. tabous.
Pardon. Si je vous dis crocodile. Bah la classe quoi. La classe. Le meilleur perso, le meilleur méchant de One Piece. Le meilleur méchant sans background. Il était il a aucun background. Comme Tucker, Crocodile était vraiment au bord d'intégrer le classement, tout comme le suivant, c'est Jin de Détective Conan. Ouais, mais lui, il a vraiment zéro background. Non, je sais pas. Si, Jin, sans Jin, il n'y aurait pas Détective Conan, il y aurait juste un petit garçon. Oui. Parce que c'est lui qui le transforme. Donc là aussi, pour le coup, il est légèrement important dans Détective Conan, quoi. Mais il reste hyper mystérieux sur des tomes et des tomes et des tomes. Il reste mystérieux très longtemps. C'est le mec, enfin comment dire, la chimère derrière lequel il court, quoi. Il sait même pas s'ils existent en vrai. Enfin, il y a un côté. Après on le voit, tu vois. Il est assez stylé d'ailleurs. En plus dans le chara design, il est même plus stylé que Conan. Oui, bah oui. Non, bah si. C'est vrai. Mais tu t'appelles Jin, bon. En plus tu t'appelles Jin, ton pote avec qui tu traînes s'appelle Vodka. Ça va. En soi c'est quand même plutôt bonne cool. Bonne soirée. Mauvais mélange, bonne soirée. Si je vous dis Kuroro, Luciferu. Moi je pense que je l'avais mis dans le top. Moi j'avoue je kiffe ce perso. Il me fait un peu penser à Shishio parce qu'il a un peu aussi ce côté. Il agrège des gens autour de lui par sa puissance et son charisme en fait et son idéologie. Mais en fait c'est un mec qui pense un petit peu à sa gueule aussi. Mais il est classe. Vraiment, c'est un mec. Il est hyper classe. Son pouvoir, il est tellement stylé que personne peut expliquer comment il fonctionne. Et personne ne le comprend. Et puis, il est stylé. Puis l'affrontement avec Hisoka, il est quand même, il a de la gueule. Par contre, les parquets à fourrure, faut arrêter. Moi, je trouve qu'autant dans Hunter x Hunter, il est super cool, mais après dans son spin-off Kuroko Basket là, j'ai pas bien compris. Il y a un truc à faire. On voit pas quoi. Il apparaît. Faudra qu'on t'explique un ou deux trucs, Cagnard. On verra ça plus tard. J'ai même pas vu le livre où il retient les recettes, tout ça. Là. Bon, bref, décevant. On t'expliquera. Si je vous dis Néferupito, moi je l'avais mis. Le combat absolu. La bagarre. La tôle absolue, oui. Ouais, il s'est fait tellement déchirer. Tellement stylé ce perso. Ouais, mais il a tellement déchiré Kaito aussi. Ah bah oui, évidemment. Son arrivée est tellement géniale, sa sortie est tellement géniale. C'est un marqueur, vraiment. Néferupito de Hunter, hein, on l'a pas précisé. Non, mais quand on précise pas, c'est Hunter en général. C'est ça. Queen Beryl, la première méchante de Sailor Moon. Et ouais, très méchante, avec un grand sourire très sardonique et très aigu. C'est la méchante de Blanche-Neige. C'est maléfique, pardon. C'est maléfique. Cruella d'enfer. Ouais, mais moi j'aime bien parce qu'en plus il y a ce côté, tu vois, c'est toutes des gamines, elles ont 14 ans, et puis en fait la méchante, c'est une femme mûre. Genre, Bah oui, mais comme les sorcières dans genre, Disney. Et si je ne dis pas de bêtises, elle tue une Sailor. Ouais, mais attends, le pouvoir du cristal d'argent, c'est revivre les gens, t'as ça. Mais quand même. Ouais, non, et puis non, ce qui est dingue, c'est que il y a ce côté, enfin comment dire, elle travaille. Oui, elle bosse pour quelqu'un, pour une entité encore plus ancienne et maléfique qu'elle. Donc genre la banque postale. Voilà, c'est ça. On va dire le ça. Le trésor public. Au suivant, on en a déjà parlé. T'en as touché deux mots il y a quelques instants, Cagnard, c'est Toguro. Toguro, le combat avant tout. De Yu Yu Hakusho. Moi, Toguro, j'adore ce personnage. Et il est d'autant plus marquant que, à la base, tu sens que c'est un combattant pur. Et quand il est présenté dans la série Yu Hakusho, c'est vraiment un combattant qui est là juste pour la fight. Et quand tu découvres son background, finalement tu t'aperçois que c'est c'est sa faiblesse qui l'a amené à devenir un méchant et à passer du côté des démons. Mais j'adore Toguro. Comment tu peux avoir un personnage plus classe que torse nu avec un costard au-dessus et des lunettes de soleil et un dégradé de Château Rouge, tu vois. Tu peux pas. C'est vrai qu'il est toujours torse-poil. Il a sa veste de costard au-dessus, tu vois. Y a pas de souci. C'était le style dans les années 90. Alors lui, il avait pas de vêtements, par exemple. C'est Cell dans Dragon Ball. Ouais. Cell, il est toujours à poil au final. Cell, c'est le, comment on pourrait dire ça, c'est le, pas le créationniste, l'évolutionniste. Oui, l'évolutionniste. Oui, justement. Ben moi, j'avoue, ça a toujours c'est été le Pokémon version méchante, quoi. Ça a toujours été mon méchant préféré dans Dragon Ball. Je trouve trop cool Cell. Alors que moi, ça a toujours été celui que j'aimais le moins. Ouais, mais alors je pense que pour en revenir à ce qu'on disait sur les missions précédentes, où moi j'aime bien aussi les méchants qui, dans la façon dont ils interviennent dans le récit, pour moi, Cell, c'est tellement synonyme de la transcendance de Gohan et tu vois ce moment. Ce climax de ouf quand Gohan le tue, qu'en fait pour moi je kiffe Cell parce qu'il est à l'origine de ça, quoi, tu vois.
Et il est non mais je suis d'accord, Cell en plus a ce truc d'évolution qu'on trouve dans d'autres personnages de Dragon Ball, mais il devient de plus en plus stylé déjà d'un point de vue design au fur et à mesure. Et c'est vrai que la forme numéro 1 elle est crado. La pire c'est la 2. La 2 les lèvres, je vais pas aller plus loin, mais les lèvres elles sont vraiment problématiques. Mais au final la forme absolue qu'il a en fait c'est un Saiyan. C'est devenu un Saiyan à proprement parler. C'est un combattant pur qui cherche. Et il organise un tournoi. C'est parce qu'il veut savoir qui est le plus fort. C'est tout ce qu'il veut, c'est savoir qui est le plus fort. C'est vraiment une entité cellulaire. Tu vois, vraiment à proprement parler. C'est scientifique. Il veut évoluer et devenir le meilleur. Un petit dernier avant de passer au top 5, Zod de Berserk. Ah, Zod, j'adore. Chouchou. Zod, c'est vraiment un perso. Chouchou, mais c'est un méchant. Ouais, c'est pas ça. Mais en fait, ce que j'aime bien avec Zod, c'est qu'il pourrait être le pur monstrueux, tu vois, sans âme, sans intelligence, mais le perso est tellement plus complexe que ça. Et puis, ce que je kiffe avec Zod, c'est qu'à chaque fois qu'il intervient dans Berserk, tu sais que ça va chier, quoi. C'est genre, dès que Zod arrive, c'est. Après, moi, je le trouve mieux dans Berserk que dans Superman. Mais moi, attends, mais je veux dire, Zod, c'est. Enfin, déjà, ça manquait un peu de poils et de torse velu dans Stop. Ah bah là, t'as ce qu'il faut. Voilà, on a ce qu'il faut. Et puis de partout. Disons-le. Mais non, justement, parce que Zod, il est pur. Tout ce qu'il veut, c'est combattre. Et tu vois, tous les autres démons, ils font leurs petits trucs. Ils s'attrapent des petites paysannes, machin. Ils les boulotent s'ils veulent. Mais tu rigoles, la scène d'intro de Zod, il est avec 5 meufs autour de lui qui sont à poil. Et mais tout. non, c'est pas lui. Ça, c'est le Nazik. C'est pas le même. C'est lui, tu les confonds. Je l'ai confondu. Alors que Zod, c'est le Uber spécial démon, tu sais. Ah oui, d'accord, ok. C'est la monture de Griffith. Oui, même ça, c'est classe. Du coup, Cagnard retire publiquement tous les propos qu'il venait de dire sur Zod, puisqu'il ne parlait pas de Zod. Je retire, du coup, oui, je préfère celui de Superman. Numéro 5 de ce classement, j'ai nommé Dio Brando de JoJo's Bizarre Adventure, de plusieurs JoJo's Bizarre Adventure. C'est le principal antagoniste des parties 1 et 3 déjà, du manga JoJo's Bizarre Adventure, donc Phantom Blood et Stardust Crusaders. Merci de m'avoir aidé. Je suis avec toi, mec. Moi, j'ai déjà décroché, perso. Moi, je les ai préférés dans Peppa Pig, mais après, c'est autre chose. Dio, c'est l'un des plus connus, déjà marketingment parlant, tu vois, en termes de communication. Mais il a une aura de ouf. Il a une aura de ouf, je suis d'accord. C'est un des plus charismatiques de toute la série aussi, parce que il y en a d'autres des bons méchants dans JoJo's Bizarre Adventure. Mais Dio, on l'a en tête, tu vois, on le garde en tête. C'est le méchant original. C'est le méchant originel, vraiment. À la base, c'est le fils légitime donc de Dario Brando. Le fils, et c'est le fils adoptif de George Joestar, et donc par conséquent c'est le frère adoptif de Jonathan Joestar, le premier Jojo de la série Jojo, et donc il va devenir l'ennemi juré du premier Jojo, et donc du clan. Oui, du clan et de tous les Jojo, et voilà. Et c'est un mec qui est cruel, avide. Il a tous les défauts du monde. Ouais, il va même devenir ensuite une sorte de vampire pour assouvir sa soif de supériorité, parce qu'il avait un gros complexe. Donc il a eu besoin de régler ce complexe. Et donc, grâce à un artefact, il a pu devenir un vampire. Il a une puissance incommensurable et il va menacer toute la famille Joestar pendant des siècles et des siècles. Il kiffe, être méchant. Il prend du plaisir là-dedans. Après, c'est vrai que ce qui est intéressant dans le cas de Dio, c'est que on passe du statut d'un je suis méchant parce que je suis méchant, enfin c'est ma vision du truc, je suis le protagoniste de certains cycles. Ouais, carrément. Et je trouve que c'est assez unique dans le manga et dans le shonen et même dans le seinen, d'un perso qui est méchant, qui après va prendre possession d'un autre perso qui va devenir le méchant, mais en même temps ça va devenir le héros de certaines parties. Je trouve qu'il n'y a pas de méchant. Il n'y a pas de méchant. Il n'y a pas de méchant plus complexe, on va dire, dans l'histoire, parce qu'au final, même si ses motivations ne sont pas très justifiées au début, je trouve que Jojo donne cette latitude un peu de se dire en fait le méchant peut être le héros de sa propre histoire, ce qu'on a répété plusieurs fois dans l'autre émission, et il est assez fascinant comme personnage. Il est complexe, il a un complexe. C'est grâce à ce complexe et à sa complexité qu'il va devenir le méchant qu'on connaît. Et puis il a un stand qui est quand même totalement cheaté. The World, ça c'est le stand le plus cheaté qui existe dans la série. Il peut arrêter le temps et se déplacer dans un monde totalement figé. Donc mais il va se faire niquer. Mais bon, quand même. Avant ça, donc il a eu l'artefact qui lui a permis de devenir comme un vampire, donc d'avoir tous les pouvoirs qui vont avec. Donc de pas vieillir, donc enfin voilà, c'est il est puissant, mais je crois qu'il peut marave la moitié plus de la moitié des gens de notre top. En fait, je trouve ça assez remarquable dans le cas de Dio, parce que en fait dans la saga de Jojo,
tu le vois pas apparaître tant que ça. Quasiment pas. Il est pas là tant que ça, mais par contre, il est marquant. Il est vraiment marquant comme entité du mal pur, ou de la jalousie, ou de. On peut lui c'est mettre, le traumatisme de la famille Joestar de toute façon. Donc tu vois, c'est voilà, partant de là. Oui, puis en plus, il a un côté. Il a un côté pervers narcissique dans notre société actuelle, tu vois. Complètement. Je pense que lui, il finirait vraiment chef d'entreprise, mais en prison. Avec... Lui, c'est la ligue du LOL du Conan, tu vois. Il est vraiment dedans. Le Carlos Ghosn. Ouais. Il harcèle beaucoup quand même la famille des Joestar. Hein. Ouais, il quand même. Harcèle. Ouais. Et en plus, il est sportif, il est balèze, il est grand, il est plus grand que Robin. Ah oui. Ah bon? Ouais. 1m95. Non mais ils sont stock tous. Arrête. Ouais, mais j'ai l'impression Robin est plus musclé par contre. Ouais. Mais que Dio est plus gros que Robin, ça c'est sûr. Notre champion, il est plus musclé, j'ai l'impression. Et puis voilà, c'est Dio Brando quoi. Il est étrange à quel point il est marketé quoi, alors qu'on le voit aussi peu. Ouais, mais c'est ça me fascine ce truc. Je crois que c'est une question d'imaginaire collectif et qu'il est tellement violent et méchant qu'on le garde en mémoire quoi. Est-ce que ça serait pas un peu à la Broly, tu vois, on le voit si peu que après ça a laissé aux fans la place d'imaginer le fantasme de dire il y a peut-être un peu de ça, ouais. Puissant, il y a peut-être un peu de ça. Numéro 4, maintenant après le 5e c'est le 4e. Et le 4e c'est logique. Oui, ça c'est logique, c'est encore un personnage de Hunter. Hisoka de Hunter x Hunter. Alors qui est Hisoka? Je pense que si vous écoutez cette émission, vous avez lu un peu le début de Hunter, donc vous commencez à connaître un peu Hisoka. C'est donc l'un des personnages principaux, tu vois, j'ai même pas envie de dire méchant tout de suite. Moi je le mettrais pas en méchant. C'est l'un des personnages principaux de Hunter x Hunter, parfois antagoniste, parfois allié, un personnage qui est plus qu'ambigu, qui est aussi doué pour le combat que pour la tromperie. Il a fallu des chapitres entiers pour comprendre son pouvoir en plus. Ouais. Et c'est pas fini. Et on a probablement pas tout fini. Enfin voilà, Hisoka c'est quand même un sacré morceau de méchant. Moi je suis contente qu'il soit numéro 4 parce que le 4 ça peut être la mort en japonais. C'est vraiment le dieu de la mort, classe. tu sais. Ouais, un dieu de la mort, c'est pas une mauvaise définition. C'est vrai que si Hisoka pourrait être un dieu. Mais bizarrement, tu vois, dans Hunter, ça n'a jamais été un antagoniste. Il s'est jamais présenté comme antagoniste. C'est le numéro 44. Ici, il y a quand même le fameux combat avec Gon dans la tour. C'est un mais gros... c'est pas. mais c'est un gros combat. Dans la tour, il représente un antagoniste, un tournoi but à atteindre. Et dans l'examen, malgré tout, quand ils sont dans la forêt. Ah, mais je suis un peu comme Cagnard pour le coup. Hisoka, je le classe pas naturellement dans les méchants en fait. Pour moi, il est là, il traîne. C'est un mec indépendant. Donc un violeur serial killer. Alors, excusez-moi, Maximilien. On n'a pas de preuve, on n'a aucune preuve que Hisoka l'ait violé. Qui que ce soit, il n'y a eu aucune plainte à ce jour. Non, mais franchement, Hisoka. Il est quand même. Ça, c'est du racisme anti-clown. Et puis, non, mais quand même, c'est un des rares personnages qui accepte d'être découpé en morceaux et qui kiffe quand même, tu vois. Mais c'est un pervers, ça, on est d'accord. Ouais, non, mais il est complètement dérangé, quoi. Mais pour moi, il n'y a pas une figure d'antagoniste phare dans Hunter. Non, c'est un mec qui accompagne le récit. Donc être malade, ça fait pas de lui un avec son ambiguïté. Il est pas malade. Avec son ambiguïté, quoi. Tous les personnages de Hunter sont malades. Oui, mais à la c'est limite, vrai pour le coup. Tu sais, si c'est l'antagoniste d'un personnage dans Hunter, pour moi, c'est pas celui de Gon. C'est à la limite, c'est celui de Kuroro. Tu vois, mais Kuroro le savait pas. Oui. Ce qui se dévoile, mais à la limite, tu sais, pour moi, il représente le niveau au-dessus de Gon et Kirua, c'est-à-dire vous pouvez vous taper entre vous si vous voulez, mais moi je suis au-dessus. Oui, mais il se place toujours comme ça. Une espèce de grand frère, mais dans le sens dangereux, quoi. Après, moi je le vois un peu comme un Vegeta psychotique, tu vois. Non, mais après, il est fort possible que ce soit finalement le dernier adversaire de Gon. Oui, il y a moyen. Ça a été un des premiers. Un des mecs qui était là au début. Alors, faudrait-il encore que Gon sorte de l'hôpital, hein, il faudrait qu'un jour, si Hunter se finit un jour, il faudrait que Gon revienne dans le manga également. Mais de toute façon, un personnage qui est indescriptible. Et encore une fois, un peu à la manière de Dio, mais un peu plus. Tu le vois pas tant que ça, Hisoka, dans. Honnêtement, il apparaît, tu vois, en fait, il apparaît à des moments clés. Mais il apparaît jamais longuement. Non. Il est jamais un antagoniste. Mais non, mais il est tout le temps un peu là, mais tout le temps
Ouais. C'est tout le temps hyper important quand il est. Il est tout le temps là quand même. C'est un peu comme tu disais pour Zod quand il apparaît. Ouais. Tu sais qu'il y a un truc qui va se passer, un peu important. Sauf que t'as oublié qui était Zod. Mais si, c'est le Kryptonien. Il est bien sur Terre. Je vais citer Clémence qui a voté aussi pour Hisoka. Elle nous disait que Hisoka est amusant comme méchant, que son obsession pour les petits garçons aux fesses rebondies et son fort potentiel combatif est particulièrement dérangeant. Bah voilà. Mais malgré tout, c'est un personnage agréable à suivre parce qu'on sait jamais à quoi s'attendre avec lui. Et ça, pour moi, ça fait aussi un bon antagoniste. Ça, c'est lequel le rajouter. Bref, et donc je continue la citation. Il peut menacer la vie d'un autre protagoniste et l'aide à la seconde suivante. Une position ambiguë. Avec lui, on ne s'est jamais ennuyé. Et elle ajoute au final que c'est aussi l'un des rares personnages de Hunter sur lequel on peut se rincer l'œil. Même si ses goûts vestimentaires sont Mais c'est vrai que c'est le seul personnage sexualisé de Hunter, en fait. Un personnage... Un témoignage à la fois fort et dérangeant. On la remercie, mais on la trouve un peu inquiétante. Mais effectivement, c'est un personnage ambigu. Et c'est un des rares personnages qui bénéficient de fanservice dans Hunter. Et c'est un personnage masculin, ce qui est assez rare finalement dans le shonen. C'est chouette. Et non, je dirais que si on peut résumer Hisoka par un mot, c'est il est dangereux quoi. Et ça, peut-être que ça en dangereux ou français, si on est sud-américain, parce que dans l'animé, en Amérique du Sud, les doubleurs, la version originale, l'ont adapté avec un accent français. Ah, c'est drôle. Putain, je vois pas le rapport avec nous, mais ok. Comme Pépé le Putois, vous savez, le dessin animé Pépé le Putois. Alors nous, il a un accent italien chez nous, mais chez les Américains, il a un accent français en fait. C'est un français. Ouais, c'est logique parce que les Français sont sales. Oui, voilà. Là, je comprends plus. Hisoka, il se douche. Oui, on le sait. On le sait puisqu'on le voit nu. Justement. Mais non, mais il se baigne beaucoup en plus. Pardon. Ouais, bah alors toi, tu t'es fait des fanfictions avec Hisoka. Tu vas rejoindre cette chère Clémence. A priori, oui, voilà, on va être très amis. Faire vos histoires ensemble. Hisoka était numéro 4. On arrive sur le podium de top 10 des meilleurs méchants. Numéro 3. Griffith de Berserk. Yes. Évidemment. Numéro 3, Griffith. Qui est-il, Julie? Alors, ombre ou lumière, dieu ou démon, on ne sait jamais. C'est vraiment l'antagoniste parfait pour moi, en tout cas. Et il est le compagnon d'armes de Guts. Et puis il y a un moment, ça vrille, mais vraiment très très mal quand même. Je peux pas résumer les choses plus en détail parce qu'on en a déjà beaucoup parlé. On a une série d'émissions qui sont consacrées à Berserk. Et c'est quand même... je sais pas, c'est un peu difficile de dire ça, mais de celui par qui tout arrive aussi. C'est le plus gros salaud de l'histoire du manga. Ouais, parce qu'en fait, voilà. C'est un titre un peu léger. Il est enfant martyr, guerrier, stratège, mais il est aussi victime d'un complot, mais sordidos, qui le fait devenir la déchéance incarnée. Sordidos. Non, quand même. Parce que t'aimerais pas vivre la moitié de ce qu'il vit, ou même le 10e de ce qu'il vit. Mais il y a ce côté, qu'il a connu vraiment le pire comme le meilleur, et la seule façon d'accomplir ce qu'il voulait vraiment faire, c'était de piétiner encore plus les gens qu'il aimait quoi. Et donc oui, c'est un peu le FDP ultime. Je pense qu'il porte très haut la couronne. C'est le Rise and Fall. Mais et Rise. Et puis je pense c'est vraiment comme tu disais, pour moi c'est vraiment la définition même de l'antagonisme quoi. C'est t'as Guts, c'est le héros de Berserk, c'est un chevalier noir, et c'est pour ça aussi qu'on aime Berserk, parce que le héros il est un petit peu torturé et tout ça, c'est le chevalier noir. Et Griffith c'est le grand méchant, et c'est le chevalier blanc en fait, c'est la lumière et la noirceur qui s'affrontent. Et en fait, toutes les valeurs sont inversées et tout ça se mélange et dans un truc un peu ambigu et tout ça, et c'est ce qui fait que leur relation à eux deux et le personnage de Griffith sont inoubliables en fait. Moi si ça ne tenait qu'à moi, je l'aurais mis en 1. Moi c'est ce que j'avais fait. Donc et plus 1 point pour la team Bandlet, parce qu'il y a un moment il a des bandelettes. Il a aussi c'est vrai que c'est un truc assez récurrent. Yamishin nous a transmis un petit message aussi à propos de Griffith, puisqu'elle a également voté pour lui. Elle nous dit: Griffith, c'est le genre de personnage que t'admires un peu en secret, même si son charisme est beaucoup. Mais tu te dis qu'il y a quelque chose qui cloche, et plus tu avances dans l'histoire et plus ça se confirme, et tu te rends compte qu'il y a un truc de malsain. Il est obsédé par ses ambitions, manipulateur, possessif, tout ce qui va bien, et avant l'éclipse on réussit quand même à avoir de la pitié pour lui, alors que l'homme est loin d'être aussi parfait que son physique. Et je ne parlerai même pas de Femto et du viol de Casca. C'est un horrible méchant mais nécessaire à l'histoire cruelle qu'est Berserk, et j'aime beaucoup sa relation avec Guts dans les moments plus chill. Tu sais, il a ce truc de l'absolu tabou
pour un méchant, tu vois. C'est un méchant, un antagoniste qui a quand même tué ses compagnons pour avoir le pouvoir et qui a violé la femme qu'il aime en plus, qu'il aime aussi. Pour moi, c'est le tabou absolu de la méchanceté. C'est je suis méchant, mais parce que qu'il le fait encore une fois avec une sorte de panache et de détachement divin, quoi. Parce qu'il est au-dessus de tout ça. C'est le moment où il était en bandelette alors. T'es là genre ne croise pas plus mon cœur, mais si. Numéro 3 donc au pied, sur la plus petite marche du podium, mais sur le podium malgré tout, Griffith de Berserk. Numéro 2 était à égalité avec le numéro 1. Aïe aïe aïe. Mais Robin et Johnny voilà, ça va me retomber dessus. On décidé de comment on comptabilisait. Donc dans les deux personnages à venir, il y en a eu un qui a eu plus de votes que l'autre. Et l'autre qui a eu plus de fois la place de numéro 1. Donc on a demandé et Johnny et Robin ont décidé ensemble que c'était celui qui avait le plus de votes tout court. Bah c'est démocratique. Voilà, et pas celui qui avait le plus de fois la place de numéro 1. Je suis content d'avoir dit que je participerai pas à ce vote. Oui, alors c'est ça qu'il faut dire, c'est que toi on t'a demandé de voter, t'as dit non. Je ne vote pas. En fait il a pas compris la différence. Et je vais être honnête, je l'ai toujours pas compris là. Donc numéro 2, le plus de fois numéro 1, mais pas le plus de votes, c'est Freezer évidemment. Aïe, aïe, aïe. Freezer, devons-nous encore présenter Freezer aujourd'hui? Célèbre dessert glacé qu'on peut acheter en magasin. Alors figure-toi que c'est très drôle parce que j'avais mis le traducteur automatique de mon navigateur sur internet. Et t'as eu des congélateurs. Mr. Freeze. Et en fait, à un moment donné, j'actualise la page et je vois congélateur. Je me dis, mais qui a voté pour congélateur? Mais surtout, c'est quoi comme personnage congélateur? Mais qui est ce méchant? Voilà pour la légende sur Freezer. Du coup, beaucoup de personnes avaient voté pour Freezer dans le top. Freezer, donc, c'est l'adversaire de Sangoku. C'est celui qui a détruit la planète Vegeta. C'est celui qui veut détruire la Terre à plusieurs reprises. Qui veut tout détruire. C'est lui qui a détruit Namek. Enfin, c'est son combat. Oui, il voulait détruire Namek, mais finalement, c'est le combat avec Goku qui ont conduit à la destruction totale de Namek, même s'il y est quand même pour beaucoup. Et Freezer, c'est l'adversaire le plus fort qui fait face à Sangoku pendant longtemps. Avant Cell, finalement, c'était Freezer le plus costaud. Oui, bien sûr. Et c'est celui qui a tué le plus de monde au final. Oui, et qui a tué le plus de personnages secondaires importants. Aussi qu'on fait briller. Moi j'ai un peu de mal avec Freezer parce que pour moi ça reste toujours un sale gosse. Et j'ai du mal à avoir enfin tu vois, quand je me souviens de Freezer, je me souviens de la transformation de Sangoku, mais je me souviens pas de Freezer. Pour moi c'est juste un... Et je sais que je vais pas me faire des amis en disant ça, mais pour moi c'est un sale gosse quoi. C'est un sale gosse caractériel. Il a moins de charisme que certains, je pense. Non, c'est pas forcément une question de charisme, parce que moi je me remets dans mon moi de l'époque qui découvre Freezer avec les transformations. Tu vois, là encore on a la question de la transformation qui rentre en compte. Et ces transformations, elles sont stylées. Ah oui, ça, complètement. À un moment donné, le design est très stylé. Du petit mec qu'on voyait dans une bulle volante là, quand il se transforme, tu fais waouh, c'est cool quand même. Non, c'est vrai. Ouais, et puis pour moi moi personnellement j'ai pas voté pour lui, mais je comprends qu'il soit dans ce top parce que il est incontournable en fait. Freezer, c'est un méchant. Enfin voilà, on a grandi avec lui. Et puis il est maintenant tellement connu et culte qu'il est dans Dragon Ball Super et tout. Enfin tu vois, c'est un personnage culte. C'est même plus un méchant. C'est genre Freezer, c'est un personnage culte de Dragon Ball et c'est aussi parce qu'au moment où, en tant que méchant, pour moi il est aussi intéressant, même s'il a l'air un petit peu lisse entre guillemets, parce que c'est le méchant, tu vois, genre le tyran qui arrive, je vais détruire la planète parce que je suis méchant, gna et tout. Ouais, il veut juste contrôler tout l'univers. Mais en même temps, il a ce côté avec les transformations et tout. Tu sais, tout un truc qui était. Après, faut se remettre aussi dans le contexte de l'époque. C'était un petit peu inédit aussi ce côté le méchant qui change, je sais pas, qui contrevient un peu au code du méchant, tu vois, genre c'est pas il a ses transformations qui fait qu'il est monstrueux, tu vois, forme 2 et 3 et tout, et après il redevient petit et tout, enfin il y a un truc c'est un truc qu'il a reproduit sur Cell au final, ça a fait un perfect Freezer. Et en fait je pense que c'est ça, c'est un personnage qui est à la fois pas surprenant et surprenant, tu vois, il y a un truc un peu entre les deux qui est intéressant chez lui quoi. C'est en ça que
que tu vois, autant j'aime bien Cell en tant que entité qui a été créée et qui ne vit que pour sa survie au final, et autant je n'ai pas ça du côté de Freezer. J'ai vraiment juste le côté sale gosse, tu vois. Mais ouais, moi j'avoue, en vrai, personnellement, je suis un peu comme toi. Mais... Alors que moi, je l'ai totalement, tu vois. Moi, Freezer, il me fascine. C'était le méchant qui était impossible à battre. Oui, voilà, par contre, c'est ça qui est Et même cool. après, il revient, tu vois. Et même Sangoku, qui est le meilleur de tous, même lui, il n'arrive pas à battre Freezer. Et ça, c'est quand même exceptionnel, tu vois. Un petit aparté, tu vois. Avant Freezer, il y avait qui comme méchant? Piccolo. Le précédent. Bah, non, le précédent avant c'est Raditz. Enfin, Vegeta. C'est Vegeta. Et Et tu vois, Vegeta est passé du côté de Sangoku. Et en fait, je pense que limite Freezer, ça aurait peut-être été mieux de le faire passer de ce côté-là, tu vois. Je suis pas sûr. T'as vu ce qu'il a fait avec Boo au final? Non, mais ça aurait fait redite, tu vois, ça aurait fait redite avec Vegeta. Mais je pense qu'il y a un peu trop. Et tu sais, Vegeta, c'est le même genre de personnage. C'est le prince des Saiyans, la noblesse. Freezer a ce truc-là de je suis le roi et compagnie. Et du coup, enfin, de toute façon, je vais pas essayer de vous expliquer pourquoi j'aime pas trop ce perso. C'est que moi, tout ce dont je me souviens de Freezer, bah, c'est la transformation de Goku en Saiyan. En fait, je ne me souviens que de ça. Le problème, c'est juste ta mémoire, en fait. C'est pas le personnage de Freezer. Non. Parce que typiquement, je me souviens de tout l'arc. Tu vois, je me souviens vraiment de toutes les différentes parties. Le côté... Alors que pour Freezer, tu te souviens pas. Le problème est donc la mémoire et pas le personnage. T'es juste en train de répéter ta dernière phrase. C'est pas. Oui, parce que tu n'apportes aucun argument. Tu viens de prouver que j'avais exactement raison. Bah, Freezer, en fait, c'est un personnage de faiblard, quoi. C'est les gens qui l'aiment bien. Je pense que bon, bah voilà, vous aimez bien le dictateur absolu et qui va de toute façon se faire bolosser. Il va se faire bolosser dans le manga, dans la série. Vous entendez le mec qui a juste la haine parce que ces personnages pour qui il a voté, ils sont pas du tout dans les meilleurs. Mais de quoi on parle là? De toute façon, on parle de vrais méchants ou pas? On sent le mec qui a le seum. Ouais. Non mais vraiment, non mais en plus je comprends complètement. Il y avait un autre personnage malgré tout qu'on peut pas mettre dans un top 10 comme ça, mais qui était quand même super important dans Dragon Ball. On l'a dit, on a cité son nom il y a quelques instants. C'est Raditz. Oui, grave. Raditz aussi, c'est son frère. Mais oui, c'est vraiment son image. Moi, à titre personnel, j'ai toujours trouvé très cool Raditz et j'ai jamais compris pourquoi ce perso n'est jamais réapparu dans Dragon Ball, alors que a priori c'est un manga où on peut faire réapparaître à peu près n'importe qui, tu vois, et je sais pas pourquoi lui non, alors que je le trouvais cool avec ses cheveux longs et dans les OAV ils ont pas fait un cousin, mais ça on s'en fout, un truc comme ça. C'est pas canon, mec. C'est pas canon. Bah alors attendez, là maintenant sur le canon les gars, moi je connais Zod. Le numéro 1 de ce classement est totalement canon tant dans son look que dans sa façon de jouer à une sorte de jeu d'échecs Go, je sais plus comment ça s'appelle. C'est du jeu de Go, non? Je crois que c'est un truc inventé. C'est le jeu des rois. Ouais, c'est ça, c'est un jeu de Go, hein, mais dans une version en 3D. Oui, moi je crois oui, non, ça c'est Big Bang Theory. Non, c'est ça. Je vous parle donc du roi des fourmis, Meruem, le méchant ultime de Hunter x Hunter jusqu'à présent. Ouais. Qui a déjà le surnom le plus pété. C'est le roi des fourmis. Mais qui est le personnage le plus puissant. Chimera Ants, c'est pas des fourmis. Arc super long, arc super complexe, arc qui a été sujet à beaucoup de débats et de discussions quand même, l'arc des Chimera Ants. Que j'ai mis du temps à aimer moi personnellement. Ouais. Moi aussi j'ai mis du temps à l'aimer et maintenant je l'aime beaucoup et j'aime beaucoup Meruem. C'est marrant parce que moi c'est l'arc, moi j'avais un peu lâché l'affaire pendant Grid Island. Et c'est l'arc qui m'a vraiment fait revenir à Hunter. C'est vraiment le début de Chimera, des Chimera Ants. Bah, c'est l'arc le plus cruel. Enfin. Ouais, et puis Meruem, il a un truc, c'est-à-dire qu'on voit qu'il peut avoir de l'affection pour un personnage. Il peut. Avec Komogi, on voit que il est tyrannique avec ses sbires. Ouais, en fait, il connaît pas d'autres moyens, quoi. Mais il est toujours on ou off. Ouais, mais il a ce truc aussi de fourmilière. Il commande, tu vois, inconsciemment. En plus, il est né pour commander, il est là pour ça, en fait. Bah, c'est ça. Donc lui, il a été prédestiné à la naissance pour être directement un méchant. Bah, il y a le côté, ce qui est génial dans ce personnage et dans tout l'arc Chimera Ant, de l'instinct, quoi, face à l'humanité, à l'individualité, à ce que toi très Cell au final. Ouais. Oui, c'est vrai, il s'inspire beaucoup, même graphiquement. Clairement, graphiquement, quand tu l'as vu la première fois, tu vois. Il est entre Cell et Freezer pour le coup, je dirais. Oui, c'est vrai. Il a ce côté tyran aussi à la tête d'une force. Il a ce côté tyran, mais il a un petit côté politique manipulateur. Ouais.
Puisque au début, il essaye de faire une vague négociation. Bon, finalement, il endort tout le monde et il les contrôle. Mais au début, il tente quand même un truc un peu politique. Oui, il tente une négociation. Et en plus, quand il la tente, au final, c'est plus pour récupérer plus d'humains qu'autre chose, tu vois. Mais c'est vraiment... pour moi, c'est le méchant de Hunter x Hunter. Pour moi, c'est le meilleur. Et c'est beaucoup à cause de sa fin. Que je trouve vraiment génial. Comme disait Johnny, c'est le seul méchant pour s'en débarrasser. Il faut une bombe nucléaire, quoi. Et ils ont même pas gagné à proprement parler. Tu vois, et ils ont tellement perdu dans l'histoire que oui. Et au final, à la fin, malgré la phase combat, en fait, c'est ce que je trouve génial avec Meruem, c'est que t'as une phase combat comme on aime bien dans les shonen, mais cette phase n'est pas suffisante pour le battre. En fait, sa défaite va venir de son humanité et de sa rencontre avec la joueuse de Go. Et c'est ce que je trouve génial, c'est que la conclusion de cet arc, en fait, c'est la discussion. C'est juste la discussion et pas la discussion à la Naruto, genre je te prouverai que j'ai raison, même s'il adore beaucoup ces phases-là. C'est que c'est une phase très humaine. C'est une conclusion très humaine et qui est pour le coup pas du tout shonen grand méchant, on va le battre et compagnie. Ouais, va dire ça à un hétéro, tiens. Mais en fait, le truc c'est que Meruem, en fait, il trouve son humanité au fur et à mesure. Il la trouve vraiment et c'est à ce moment-là qu'il disparaît finalement. Et c'est à ce moment-là qu'il meurt. Et du parce coup, que tant qu'il n'avait pas son humanité, il était invincible. Il était invincible, il pouvait pas. Et même l'humanité que ses acolytes ont pour lui, c'est-à-dire ils essayent de le protéger et compagnie. Enfin, je trouve ça vraiment fascinant. On est de l'autre côté. Et c'est aussi dans toute cette liste le seul méchant qui n'est pas défait par un héros de l'histoire. Ah bah oui. C'est au-dessus. Ça se passe au-dessus de Gon et de Kirua. Mais moi c'est marrant parce que moi je suis pas super satisfait. Non mais dis-le pour de vrai. J'ai fait mon truc pour Freezer, fais-le pour Meruem. Vas-y. Moi je vous avoue que Meruem c'est pas du tout un personnage que je trouve intéressant. En tout cas en tant que méchant, parce que pour moi c'est vraiment un cheat code de méchant, quoi. C'est genre le mec il est dès qu'il naît, il est déjà plus puissant que tous les personnages que tu as rencontrés dans tout Hunter et tout. Et moi, c'est aussi pour ça que j'ai eu du mal à accrocher avec l'arc des Chiméras. Maintenant, ça va, je commence un petit peu à m'y faire et tout, et je commence à bien aimer et tout. Mais il y avait vraiment ce côté là. Je vois où tu veux m'amener, ok, c'est difficile, les héros ils vont galérer et tout parce que tout le monde est surpuissant et tout. Et mais Meruem, il incarne tellement ça qu'en fait, je trouve qu'il y a un côté, pour moi, je le mets même plus dans les méchants parce que c'est une abstraction, quoi. C'est même, comme vous disiez, c'est à tel point que c'est même pas les héros qui l'affrontent. C'est le mec le plus fort de tout l'ordre de tout le manga qui va l'affronter. Et même lui, il va mourir en l'affrontant tellement il est puissant et tout. Et donc il y a un truc où je sais pas, moi Meruem, je le trouve trop cheaté, quoi. J'arrive pas à le mettre dans mon top perso des méchants, quoi. Et malgré tout, il est numéro 1 de ce classement. Et à cause de moi, et grâce à toi, Meruem est numéro 1 de ce classement. Allez, un dernier petit passage par ceux qui ont failli être dans ce top 10, mais ils étaient vraiment tout en bas du classement, eux. Je vous parle de Doflamingo. Bah, en bas du classement. Bah, personnage ô combien puissant, mais on en a parlé dans l'émission précédente. Moi, je le trouve pas suffisant. Ouais. Gendo de Evangelion. Ah, papa pervers. Ah ouais, belle saloperie. Hein. Là, on est vraiment c'est une bonne saloperie dès le début. En plus. Ouais, c'est vraiment. Mais lui, il aurait bien aimé le voir pour le coup dans le top 10. On en profite d'ailleurs pour dire que Evangelion est réédité en manga cette année aux éditions Glénat au mois de mai. Le moustique de One Punch Man, ça c'est un antagonisme belle saloperie aussi, belle saloperie. C'est un des seuls, ils sont quelques-uns à avoir résisté, mais c'est un des seuls à ne pas avoir péri. Ouais. Avec un coup de poing, un coup de Saitama. Mais d'ailleurs, t'aurais pu virer One Punch Man, c'est juste le moustique. Ouais. En période d'été, c'est ton pire antagoniste. C'est lui, c'est le moustique. Mais il est aussi le moustique de One Punch Man. Le père des homonculus, évidemment. Ah, bah oui. Bah oui, méchant absolu de Full Metal. Et puis moi aussi, j'aime bien le côté. Tu vois, il y a une espèce de cohésion totale contre un seul objectif de buter ce mec. Enfin, ce mec. On sait pas si c'est un mec du coup. Oui, mais cette entité, voilà, exactement. J'ai un second Urasawa également. Plutôt. Du manga Plutôt. Ah oui, grave. Lui aussi tient bien en haleine et il est... bah oui, tu le vois pas en plus. Tu le vois pas, c'est une ombre. Moi j'ai un peu d'affection pour All for One. My Hero Academia. Moi je pense qu'il s'est pas dévoilé encore. C'est ça qui me dérange un peu avec lui, c'est qu'il s'est pas dévoilé. Là, c'est pour ça, là, il est en bas du classement, mais il y a moyen qu'il grimpe. Je pense vraiment parce que le mec s'est fait prisonnier, tout ça. Enfin, il s'est pas fait prisonnier, mais il sert vraiment. S'il finit comme ça,
C'est vraiment l'un des pires méchants mais du manga. C'est marrant parce que moi, My Hero, c'est un manga que j'aime beaucoup, mais pas du tout pour les méchants, quoi. Genre, c'est vraiment, je sais pas, c'est tout le reste que j'aime bien, en fait, quoi. Stain, je l'aime bien. Enfin, moi, je trouve qu'il y a des méchants très bien dans. Ouais, moi aussi, My Hero. je veux pas de souci avec My Hero Academia. Mais je l'attends, le All for One. J'attends qu'il revienne, en fait. On a également Pain de Naruto parce que pas de Madara Uchiwa. Pas de Orochimaru. Là, il y a Pain qui a été vaguement cité. Ouais, ils sont pas assez méchants en fait. Pas trop de méchants. Parce que je pense qu'on explique trop pourquoi ils sont méchants dans Naruto. Donc, du coup, les gens. Après, ils ont toujours un background. En tête, ça leur reste pas comme le méchant, ça reste comme le pauvre qui a souffert et tout. Mais après, moi, effectivement, Pain, c'est un perso que j'aime beaucoup dans Naruto. Même son nom, Pain. On est vraiment. Ouais, déjà, rien que son nom, on dirait un goth du lycée, tu vois, qui vient de découvrir le néo-metal. Mais vraiment, j'aime beaucoup son apparition et j'aime beaucoup ce qui se passe dans le manga à partir du moment où Pain est là. On a évidemment Gon du manga Gon, qui mange tous les autres animaux. Qui est le héros de sa propre histoire. On l'a suffisamment dit, il est héros et méchant de sa propre histoire. Et Destinova du manga Gun, bien évidemment. Pour le flanc. Ouais, les je pense que le flanc et le style, les lunettes. Le flanc et le style. Le style vestimentaire, les lunettes. Je crois qu'il y a un truc, il y a un sex appeal qu'on n'a pas chez d'autres personnages. Il est trop cool. J'aime bien l'idée du flanc. Le flanc. Ce top était évidemment absolument pas exhaustif. Était totalement subjectif. Attention, ne cherchez pas un classement, un nivellement de pouvoir ou quoi. On a juste fait un vote à 10 personnes et ça a donné ce classement. Il n'y a rien d'autre à en tirer. Et en soi, même nous, on n'est pas d'accord avec ce classement. Vu que tu as fait voter des gens. On n'est pas d'accord entre nous, évidemment. entre soi aussi. Qu'on soit bien d'accord. Pourquoi j'ai regardé le classement, s'il y avait que les gens de la 5ème de couvre qui avaient voté, il était nul. Il était vraiment nul. Bah t'es bien un fan de Freezer. On vous reconnaît, vous. J'avais suffisamment voté pour Freezer aux 5 places pour qu'il arrive en tête. Merci d'avoir écouté cette émission. Vous aussi, dites-nous quels sont vos méchants favoris. #5DC. Merci d'avoir participé à cette émission autour de la table. Merci de nous avoir écoutés de l'autre côté. On vous dit à bientôt. Ciao, salut. Merci la table.